Bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce journal. Donald Trump fait face à un vote historique à la Chambre des représentants. Les élus se prononcent actuellement sur une procédure de destitution du président américain. Le Burkina Faso, épicentre d'une crise humanitaire dans le Sahel. Le pays compte 300 000 déplacés qui ont fui les violences au nord pour se réfugier au sud. Et Emmanuel Coste nous parlera du Classico sous haute sécurité, un dispositif exceptionnel pour ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, visé par les indépendantistes catalans. Donald Trump deviendra-t-il le troisième président américain de l'histoire à être destitué? Cela devrait se décider aujourd'hui lors d'un vote à la Chambre des représentants, une chambre contrôlée par les démocrates. Si ce vote remporte une majorité de voix, le président républicain sera jugé au Sénat pour crimes et délits graves. Mais il est peu probable qu'il soit démis de ses fonctions car son parti contrôle le Sénat, la Chambre haute des États-Unis. Alors de quoi Donald Trump est-il accusé? Il y a deux chefs d'accusation contre lui. La première découlant d'allégations d'abus de pouvoir sur l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, dévoilée par un lanceur d'alerte. Il aurait menacé de suspendre l'aide militaire apportée à l'Ukraine à moins que le président n'accepte d'enquêter sur son opposant politique, le démocrate Joe Biden, et sur son fils Hunter qui travaillait auparavant pour une entreprise énergétique ukrainienne. Le président Donald Trump est également accusé d'entrave au bon fonctionnement du Congrès pour avoir refusé de coopérer en empêchant les membres de son gouvernement de témoigner dans les affaires d'ingérence étrangère. Sa destitution semble donc probable et pour se défendre, Donald Trump a envoyé hier soir une lettre accablante de 6 pages à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Il affirme que les accusations contre lui sont, je cite, absolument fallacieuses, sans mérite et une invention sans fondement de son imagination. Donald Trump l'accuse également d'avoir déclaré une guerre ouverte à la démocratie américaine et que l'histoire la jugera très sévèrement. Nancy Pelosi lui a répondu très rapidement en expliquant avoir lu certains passages de cette lettre qu'elle considérait comme très inquiétants. Beaucoup de manifestations ont lieu comme aujourd'hui à Washington et à New York hier soir sur Times Square avec des milliers de personnes demandant la destitution du président Donald Trump. Nous, le peuple, remercions ceux qui voteront en faveur de ces articles de destitution. Nous, le peuple, exigeons que les autres membres du Congrès qui, jusqu'à présent, semblent plus redevables à la loyauté envers le président, respectent leur serment d'office et protègent notre démocratie. Il a toujours été question du peuple américain et de la protection de la démocratie, qui nous permet de vivre librement en tant qu'Américains dans ce pays. Lorsque nous regarderons en arrière, nous nous souviendrons de ce vote et il nous rappellera à jamais la nécessité de lutter sans relâche pour protéger notre Constitution. Si le vote d'aujourd'hui se déroule comme l'espèrent les démocrates, Donald Trump pourrait comparaître devant le Sénat d'ici quelques semaines, dès le début du mois de janvier, mais il faudra attendre cette nuit pour connaître le résultat final de ce vote. Les députés vont continuer de débattre pendant encore quelques heures avant de voter sur cette procédure de destitution. La destitution d'un président est l'un des actes les plus conséquents que la Chambre des représentants puisse entreprendre et cela ne devrait se faire qu'après un examen approfondi et minutieux. Pourtant, aujourd'hui, après une enquête tronquée qui a privé le président d'une procédure régulière, de preuves triées sur le volet et de témoignages adaptés, les démocrates dans la Chambre font avancer un vote partisan de destitution. Si le président porte atteinte à notre sécurité nationale et que son utilisation des ressources fédérales pour son propre profit personnel n'est pas considérée comme répréhensible, je ne sais pas ce qui peut l'être. Suivez avec nous les développements de cette procédure de destitution avec le vote ce soir aux alentours de minuit. Les résultats seront à suivre demain dans BBC Info ainsi que sur notre site internet bbcafrique.com. L'actualité africaine, internationale et sportive, c'est sur bbcafrique.com, sur mobile, la BBC dans votre poche.
Nous vous en parlions hier. Apple, Google, Tesla et Microsoft figurent parmi des entreprises poursuivies pour des décès et blessures d'enfants mineurs en RDC. La plainte a été déposée au nom de 14 familles congolaises. Le point avec notre correspondant Emery Makomeno. Plus de la moitié de la production mondiale de cobalt est extrait ici en République démocratique du Congo. C'est un composant important qui entre dans la fabrication de nos téléphones portables, ordinateurs et batteries de voitures électriques. Mais ici, le gouvernement peine à empêcher les enfants de continuer à travailler dans des carrières de cuivre et de cobalt. Selon un rapport d'Amnesty International, beaucoup d'enfants travaillent dans des galeries, participent au triage des minerais et au transport sans protection aucune et dans des conditions de sécurité exécrables. La chaîne d'approvisionnement de ces entreprises spécialisées dans la nouvelle technologie part de la République démocratique du Congo, est traitée en Chine, ensuite envoyée dans le monde, notamment aux États-Unis. Emery Makumeno, BBC News, Kinshasa. Le reste de l'actu de ce mercredi 18 décembre, en bref et en images. 26 millions de dollars pour renforcer un programme d'éducation en ligne. C'est ce qu'a annoncé Vodafone et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lors du Forum mondial sur les réfugiés qui a eu lieu hier en Suisse. Cette initiative devrait permettre d'éduquer 500 000 jeunes réfugiés en RDC, au Kenya et en Tanzanie. En Afrique du Sud, la justice a accordé environ 87 000 € de dommages et intérêts à la famille d'un garçon de 5 ans. Il s'était noyé dans les latrines de son école. La mort du petit Michael avait suscité une intense émotion en Afrique du Sud, où les latrines ouvertes sont monnaie courante dans les établissements scolaires. 40 degrés 9, l'Australie a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée hier. Le précédent record établi en janvier 2013 était de 40 degrés 3. L'Australie est aux prises avec une grave sécheresse et des feux de brousse. Et les prévisionnistes ont averti que les températures pourraient être encore plus élevées dans les jours qui viennent. Et puis, des scientifiques britanniques ont découvert qu'en plus de graves affections cardiaques et pulmonaires, une exposition élevée à la pollution peut provoquer de gros soucis mentaux, une dépression qui peut déboucher sur des tentatives de suicide selon leur étude. Au Tchad, au moins 14 personnes ont été tuées dans un village de pêcheurs dans l'ouest du pays. Une attaque commise par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui multiplie également ses attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad, le Nigeria, le Cameroun ou encore le Niger. Le Niger qui pleure ses morts. Lors d'un discours à la nation prononcé à la télévision nationale à l'occasion de la fête nationale, le président nigérien, Mamadou Issoufou, a d'abord annoncé des mesures comme l'instauration des fonds pour les familles de soldats et il s'est également exprimé sous la lutte contre le terrorisme dans la région. Je vous propose de l'écouter. Nous avons les moyens militaires de vaincre. Nous les renforcerons et nous conforterons nos alliances. Je sais que l'ensemble de notre peuple soutient nos forces de défense et de sécurité. La défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour nous tous, civils ou militaires. Le gouvernement mobilisera non seulement les moyens matériels et humains, mais aussi les moyens juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les groupes armés terroristes. Et puis au Burkina Faso, des millions de personnes sont aujourd'hui affectées par l'insécurité liée au conflit armé. Selon les Nations Unies, au moins 300 000 personnes ont été déplacées depuis le mois d'août, causant l'une des pires crises humanitaires en Afrique cette année. Les attaques menées par des groupes armés, mais aussi par des milices, rendent difficile l'accès à certaines communautés qui sont dépourvues de tout. Reportage de Louise de Wast dans la région centrale de Kaya, au Burkina Faso. À part l'ombre des arbres, il y a ici peu de choses pour réconforter ces femmes et ces enfants. Ils ont fui leur village plus au nord il y a juste un mois, en laissant tout derrière eux. Nous ne voulions pas fuir, mais nous avons été tellement effrayés. Il y avait des coups de feu. Et donc nous avons accepté de devoir partir. Ces femmes n'ont pas pu nous dire qui avait attaqué leur village, mais des groupes armés islamistes et des milices sont présents dans la région. Ici, elles se sentent en sécurité, mais elles manquent de tout et sont loin d'être les seules dans le besoin.
Nous sommes arrivés en haut d'une colline où 2 tentes ont été installées parce qu'une douzaine d'enfants habitent ici. Ils ont quitté leur village, on nous dit, il y a 3 mois. Les filles, du coup, vivent d'un côté, les garçons de l'autre. Et pour la plupart, ils vivent ici sans parents. On nous dit que de meilleurs abris devraient arriver bientôt. Mais pour l'instant, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre et pour passer le temps. Depuis peu, une maman et une tante sont également arrivées, mais pendant des mois, les enfants ont dû se prendre en charge tout seuls. La plus grande a 13 ans et malgré les conditions, elle nous dit qu'elle se sent plus en sécurité ici. On est mieux ici. Ils nous aident, on nous donne de la nourriture à manger et aussi des affaires. Les Nations Unies annoncent qu'elles veulent accélérer la réponse humanitaire, mais pour l'instant, seul un tiers des fonds nécessaires ont été récoltés. Parmi le demi-million de personnes déplacées, 49% sont des enfants. Plus de 200 000 enfants aujourd'hui sont privés d'école à cause du conflit. Nous faisons avec le peu de moyens que nous avons. Parce que c'est la solidarité de la population, la solidarité des fonctionnaires qui sont là, qui nous permet, et la solidarité de l'État, l'apport de l'État, qui nous permet de faire face à ce... Et à vous dire vrai, bon, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire face à ce problème. Parce que nous avons plein de déplacés, tous les jours ça vient, ça demande, tous les jours ça vient demander à manger, tous les jours ça vient demander à scolariser les enfants, tous les jours ça vient demander à ce qu'on puisse soigner les enfants. L'aggravation de ce conflit pèse sur un pays déjà en manque de ressources. Des centaines de milliers de personnes sont mal nourries et pour le moment, il y a peu d'espoir que la situation s'améliore bientôt. Louise de Waast, BBC Afrique, au Burkina Faso. Sport à présent, et je vous le disais en titre, nous allons parler du classico de tous les dangers avec Emmanuel Coste. Nicolas, c'est un match à haut risque, match sous haute surveillance. D'ailleurs, en ce moment, aux abords du stade du Camp Nou de Barcelone, puisque ce soir, le Barça reçoit le Real Madrid dans ce match à haut risque, eh bien, plusieurs milliers de personnes sont en train de manifester en soutien aux leaders indépendantistes. Conditions de sécurité très renforcées avec quelques 5000 policiers qui ont été déployés, des fouilles rapprochées, des cordons de sécurité, des patrouilles aux abords de ce stade du Camp Nou qui, vous le savez, est un des symboles de la Catalogne. Un match qui aurait dû se dérouler le 26 octobre dernier, un match en retard de la 10e journée, mais qui avait justement été reporté à aujourd'hui en raison à l'époque déjà des manifestations de soutien aux leaders indépendantistes qui avaient été condamnés à des peines de prison pour leur tentative sécessionniste de 2017. Voilà un petit peu le contexte politique de ce match particulier, de ce match au sommet, vous le savez, entre le leader, le FC Barcelone, et le second au classement, le Real Madrid. Les deux clubs ne sont séparés que par la différence de but. Et c'est aussi sur le plan sportif un match très important. C'est sans doute le match de club le plus attendu et le plus suivi dans le monde entier. Justement, les managers des deux clubs, Ernesto Valverde du côté du Barça et Zinedine Zidane du côté des Real, tente, tant faire se peut, de se reconcentrer, si vous voulez, sur le côté purement sportif de ce classico. C'est aussi un affrontement entre plusieurs Français, Benzema du côté du Real face à Griezmann du côté de l'Atlético, sans oublier bien sûr l'inévitable Lionel Messi. Coup d'envoi de la rencontre prévue à 19h GMT. Et puis, il ne faut pas oublier le mondial des clubs qui se poursuit à Doha. Deuxième demi-finale cet après-midi, 17h30 GMT. Liverpool, le champion d'Europe en titre, affronte Monterrey, le club mexicain, champion de la zone CONCACAF. Le vainqueur sera opposé samedi en finale à Flamengo, le club brésilien qui est champion d'Amérique du Sud en titre. Et donc, on en reparlera bien sûr demain, Nicolas. Merci Emmanuel Coste, on l'a surnommé le Picasso de l'école maternelle. À seulement 7 ans, ce jeune garçon est devenu la petite révolution du monde de l'art. Michael Accard a dévoilé sa nouvelle exposition dans une galerie à Berlin en collaboration avec le footballeur allemand Manuel Neuer. Son œuvre s'était déjà vendue pour des dizaines de milliers de dollars. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur TV Wantashi. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.